Je vous remercie d'être là, bien sûr, parce que, évidemment, quand on voit ça, on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'entendre ça? Les raisons pour lesquelles la chimie est souvent difficile à apprendre et pour nous difficile à enseigner. Eh bien, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu apprendre auprès de Philippe, dans mon passé de professeur de sciences du secondaire, dans mon présent de formateur d'enseignants, c'est peut-être les raisons qui provoquent cela. Et il y a parfois des raisons, je pense, qui nous échappent un peu, qui peut-être, en tout cas j'espère ici, vont vous surprendre dans le déroulé. Alors les constats, là je préviens, là je casse l'ambiance. Désintérêt manifeste pour les sciences, croissant avec l'âge des élèves, ça toutes les études convergent sur ce point. Au début ça va. Au début, les petits en maternelle, en primaire, sont tout à fait intéressés par ce que raconte le professeur de sciences. Ça se passe très bien. Surtout quand c'est l'institutrice, évidemment, l'instituteur, ça se passe très bien. Mais ce désintérêt est croissant avec l'âge. Il y a quand même un maintien du nombre d'inscrits en chimie à l'université sur 10 ans. Donc là, on est d'accord, c'est mon propos, là je vais plus vers la chimie. Ce maintien est une stagnation, on va dire, positive, mais souvent, quand même, malgré tout, on observe une espèce de lente érosion, surtout de ces dernières années. Par contre, il y a une baisse du nombre d'inscrits en AESI Sciences sur 10 ans. Ça, c'est net. Il y a une baisse du nombre d'inscrits en Régenda Sciences sur 10 ans. De manière générale, c'est dans tous les bacheliers pédagogiques. Donc vous voyez, ça c'est le soir de septembre 2022, donc de l'année passée. Il y a bien une pénurie de profs qui est installée ici, avec une chute de 17%, ce qui est l'équivalent en ESI un peu plus fort. Alors ça c'est autre chose, il y a un taux de réussite faible de l'examen d'entrée de médecine, mais spécialement à cause de la chimie. Article de l'Avenir en septembre 2022, donc l'an passé. Donc je n'ai pas encore les résultats pour cette année-ci, ça va venir. La matière qui semble poser le plus de difficultés aux candidats, c'est la chimie. La moyenne générale n'est que de 6,30 sur 20. Seuls 37% ont obtenu la note minimale de 8. Donc la chimie comme matière qui sélectionne à l'examen d'entrée de médecine. Pénurie d'enseignants de sciences. Alors pénurie qui est moins avérée, c'est vrai que dans d'autres matières. Ça, il faut quand même le dire aussi. Donc bien sûr, c'est essentiellement langue moderne, néerlandais, les profs de maths, parfois les profs de sciences éco, quelques profs de français, mais beaucoup les professeurs, aussi les professeurs de sciences sont dans le cas. Pénurie de candidats pour les métiers relatifs à l'industrie chimique, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le groupement des industries chimiques de Belgique, Essentia, qui fait référence à cela. Bref, constat, des élèves qui ont des difficultés à s'intéresser aux sciences, singulièrement à la chimie, très peu de profs de chimie dans le futur, des difficultés pour les examens d'entrée en sciences à cause de la chimie. La coupe est pleine, je pense qu'on peut arrêter notre travail dès maintenant, mais non, puisque en fait, on va essayer de comprendre pourquoi. Une piste d'explication, les didacticiens en fait, ont essayé de trouver les raisons pour lesquelles finalement cela se passe. Et donc il y a toute une série de recherches qui ont été faites, je vous propose ici quelques titres, comme ça, voilà. Vous voyez qu'en 2012, on se posait la question « Why the subject is difficult ?» Mais en 1996 aussi, sur certaines difficultés. En 2015, en 1994. Voilà. Et malgré ça, malgré tout ce travail de recherche, des difficultés persistent. Alors avant d'entrer dans le sujet, je voulais quand même vous montrer pourquoi moi je m'intéresse à ça. Vous allez me dire que c'est normal que vous vous intéressiez à ça, mais pourquoi ce sont des questions de recherche importantes et des questions de nature didactique. Voilà les questions en question. Oui. Comment expliquer de telles difficultés d'apprentissage, d'enseignement? C'est ce que je vais faire pendant une majeure partie de l'exposé. Et je vais quand même essayer de vous proposer des outils ou des pistes de réflexion. Vous allez voir que je vais les disperser dans l'exposé. Je vais essayer de vous convaincre que ce sont des questions de nature didactique. Ça veut dire à traiter par vous et par moi, bien sûr, prof de sciences et formateur de professeurs et chercheur en didactique. Pour cela, je reviens un tout petit peu sur le triangle pédagogique. D'accord ? Donc là, je vais essayer un peu de vous montrer, en gros, pourquoi les didacticiens s'intéressent à ça. Je ne sais pas si c'est très clair dans vos esprits la distinction pédagogie-didactique. En gros, je résume ça très rapidement. Triangle pédagogique de Johan Houssay, vous connaissez tous savoir, enseignant, apprenant. Avec les relations, les pédagogues soutiennent ou circonscrivent la relation didactique entre enseignant et savoir. D'accord ? Ce qui n'est pas tout à fait faux, puisque les didacticiens s'intéressent à ça. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de la chimie. Moi, je m'intéresse au savoir à enseigner, en tant que didacticien. Les pédagogues ne vont pas faire ce genre d'exposé devant vous. Pourquoi ? Parce que leur focus est là, sur l'apprenant, et beaucoup moins centré sur le savoir. Donc là, j'espère aujourd'hui que vous ressortirez avec
une définition peut-être plus claire de ce que c'est qu'un didacticien et de sa marge de manœuvre, de son champ de recherche. Donc les didactiques, pour qu'on soit clair, ce que je fais moi, c'est de la didactique de la chimie, c'est-à-dire je analyse les contenus de chimie en tant qu'objet d'enseignement. Voilà, c'est ça que je fais. Et donc je m'intéresse aux raisons pour lesquelles ça ne passe pas, dans certains cas. Donc voilà, je voulais quand même vous assurer que vous êtes face à une personne qui est normalement légitime pour parler de ça. Alors, il y a quand même un triangle didactique, ça je voulais quand même vous le dire. Il y a un didacticien, Chevalard, qui a repris les trois sommets et qui en a redéfini les relations avec cet axe du savoir à enseigner. Et donc là, voilà ce que je vais essayer d'aborder avec vous. Vous, en tant que prof de chimie, vous allez, par exemple, avoir cette relation enseignant-savoir. Vous avez une relation à votre discipline chimie, une relation de nature épistémologique, elle s'est construite en vous, bien sûr, et vous savez comment la chimie s'est construite dans l'histoire. Ça, c'est vous, vous savez ça. Vous l'avez appris, peut-être imparfaitement, peut-être avec un autre regard, mais ça, c'est votre relation au savoir. Il y a la relation entre l'apprenant et le savoir, la manière dont l'élève va apprendre la chimie. Donc pas toutes les disciplines, la chimie en tant que telle. Donc c'est les difficultés spécifiques à la chimie. Et puis il y a, de manière un peu barbare, la praxéologie. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire les dispositifs que l'enseignant va mettre en œuvre, spécialement en chimie, pour que l'apprenant rencontre le savoir. D'accord? Donc vous voyez qu'on peut lire ces trois relations vraiment avec l'axe disciplinaire. C'est ça que je voulais vous montrer. Et en gros, c'est ce que je fais au quotidien à l'Université de Namur, c'est m'intéresser à ça, à cette dimension-là, avec le regard spécifiquement chimique, science naturelle, d'accord, mais chimique quand même. Pour cela, et c'est ce qui va légitimer, vous allez voir mon propos, je ne peux pas me limiter évidemment à la discipline chimie, je dois aller voir toutes les autres sciences qui vont m'aider en fait à comprendre ce qui se passe. Et vous allez voir que je vais aborder des disciplines, des méthodes qui sont issues de l'ergonomie, de la docimologie, de la linguistique, de l'épistémo. Et donc la didactique finalement, c'est un mélange de tout ça. Alors je passe cette dia-là parce qu'elle vous intéresse moins, c'est ce que je fais ici à l'unité de didactique de chimie, mais je peux quand même vous montrer en deux mots. En gros, ce qu'on fait à l'unité ici de recherche en didactique de la chimie, c'est de chercher les difficultés d'apprentissage des élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc locaux, en chimie, d'analyser les pratiques enseignantes des professeurs de chimie et de proposer de construire, de mettre en œuvre des nouveaux outils. Ça va? Et voyez pourquoi la question que je vous pose aujourd'hui, eh bien, elle va traverser tout ça. Pourquoi donc la chimie est-elle si difficile à apprendre et à enseigner? C'est vraiment ça que je vais essayer d'un peu résumer aujourd'hui. Alors voici mes hypothèses de travail. Là, on entre dans le vif du sujet, d'accord, après m'être finalement un peu présenté en tant que didactique. 3 hypothèses. La première, c'est que la chimie, en fait, est difficile à apprendre parce qu'elle est détestée de certains élèves. Voilà, donc simplement, il y a un rejet. Même si certains trouvent ça facile, ils n'aiment pas, tout simplement. Et vous allez voir que tout cela n'est pas forcément dû à vous. Je tiens déjà à vous rassurer. Peut-être en partie, mais pas essentiel. Vous allez voir qu'il y a autre chose qui joue, et c'est en cela aussi que votre métier est très difficile. C'est qu'en fait, vous allez hériter d'une situation qui n'est pas forcément liée à votre propre pratique. Donc là, je vous rassure. Deuxièmement, parce que c'est un cours de langue. Parce que le cours de chimie, ce n'est pas un cours de sciences naturelles classiques, c'est un cours de langue également. Et quand je dis de langue, j'ai mis des S. Donc c'est un cours de langue étrangère. Et si vous pensez à ce que vous faites en chimie, quand vous voyez la nomenclature par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, ou quand vous voyez les représentations moléculaires, qu'est-ce que vous faites? Vous faites du code. Vous faites de l'apprentissage de langue. Exactement comme on pourrait demander à des élèves en néerlandais d'apprendre les temps primitifs. C'est la même chose. C'est le même exercice finalement. Et parce que la chimie enseignée est trop abstraite. Donc ça, c'est une critique majeure que les élèves, d'ailleurs, font entendre, c'est que finalement, on ne fait pas assez ce à quoi la chimie promet. Elle promet en fait beaucoup de choses, la chimie. Elle promet de faire du laboratoire. Elle promet de faire de la fumée. De faire que quand on mélange des produits, on va synthétiser quelque chose d'utile, paraît-il. Des explosions. Au pire. Mais ça, c'est une sacrée déception pour certains élèves qui ne voient pas du tout ce genre d'enseignement. Donc je vais aborder les trois, vous allez voir, en insistant beaucoup sur la première, parce que je pense que c'est celle dont peut-être vous n'avez pas assez, ou c'est normal d'ailleurs, vous ne savez peut-être pas que c'est
aussi grave, ce qui se passe au niveau de la détestation. Première dia, j'adore cette dia, et je la montre avec plaisir. On est en 79 avec Lippincott qui posait déjà la question suivante. Why students hate chemistry? Pourquoi les étudiants élèves, hein, là ici c'est des fins de secondaire, détestent la chimie? Donc on est dans le Journal of Chemical Education, donc c'est une publication. Hein. On n'est pas dans un magazine, hein, d'accord? C'est important. Mais je vais vous demander, à votre avis, pourquoi les étudiants détestent la chimie? Ça pollue, il y a trop de maths, ça sent mauvais. L'expérience foire toujours. Voilà les réponses que Lippincott a trouvées en interrogeant bien sûr des élèves, des étudiants. Parce que le professeur n'est pas sympa, désolé. Alors, autoritaire et introverti, le professeur semble détester la chimie autant qu'il déteste ses élèves. C'est bon à savoir. C'est bon. 79, ça a changé. Je pense que maintenant, ce n'est pas le cas, mais voilà, c'était le cas en 79. Deuxièmement, parce que la chimie, c'est trop difficile. Pour réussir en chimie, il faut travailler pendant des heures, et encore, tu n'es pas sûr de réussir, même en travaillant. C'est inaccessible. C'est peut-être le côté code hein, qui joue ici, le côté langue. J'y viendrai. Parce que la chimie, ce n'est pas utile au quotidien. Cette phrase-là, je l'adore. Je connais plein de gens qui vivent très bien sans savoir calculer un nombre de moles. C'était pas faux. Mes parents ne savent pas calculer un nombre de moles, croyez-moi, ça va bien. Et c'est vrai que cette phrase-là, je trouve, doit nous interpeller. Parce que c'est si, finalement, essentiel. Alors, on voit l'importance hein, pour la suite. Parce que je ne comprends rien depuis le début. Ça, c'est intéressant. Donc, je ne vois que des lettres, des chiffres, c'est comme en maths. Il faut savoir que, vous savez tous, la chimie, en tout cas pour le moment, avant le tronc commun, apparaît sous le nom chimie en 3e année. On est d'accord hein. Il y a très peu de chimie finalement avant, c'est mélangé corps pur, les techniques de séparation essentiellement. Et donc du macro. Alors qu'ici, ouais, avec un peu de micro, avec la molécule quand même. En 3e, la chimie arrive, et très vite, en 3e, nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on aime bien, on fait les formules moléculaires. On adore ça, les indices. On écrit des équations, parce qu'on aime bien. Mais pour beaucoup d'élèves, bon ben, c'est parce que le programme le demande, c'est pas parce qu'on aime bien, parce que le programme le demande. Mais pour beaucoup d'élèves, c'est déjà un moment de rupture. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la promesse. C'est pas la promesse qu'on m'a faite de la chimie. Parce que la chimie, c'est pour les intellos en 79. Sachez-le. Vous voyez bien, il faut des qualités particulières pour comprendre et imaginer ce que c'est qu'une molécule. Moi, je n'y arrive pas. Donc ça, c'est l'abstraction, bien sûr, hein, qui est ici en jeu. Et probablement une espèce de bosse de la chimie, qui serait l'équivalent de la bosse des maths. Je vais vous donner une toute petite anecdote. Je vais essayer de me limiter à ce niveau-là, sinon je ne serai pas dans le timing, mais ça se passait à Bullet. Vous connaissez les fêtes de Bullet? C'est pas loin d'ici, c'est à la Plante, à Jambes, enfin près de Jambes, en face de Jambes. Je rencontre quelqu'un, un ami de la famille, et il me demande ce que je fais. Je lui dis, mais je forme des professeurs de chimie. Et il me dit d'emblée, moi ça, jamais rien compris, ce n'est pas pour moi. Ce n'était pas pour moi. Et je dis, la chimie, il a fait la physique. La physique, ça va. La bio, ça va. Mais la chimie, ce n'était pas pour moi. Donc, apparemment, c'est quelque chose qui est pour des gens et pas pour d'autres. Et souvent, les personnes qui en parlent, ce sont les gens voilà, qui préfèrent rendre ça à ceux que ça intéresse. Ou qui sont faits pour ça. C'est intéressant quand même de le penser. Donc, vous voyez déjà que là, il y a un problème en 79 qu'on n'a pas réglé, manifestement. Alors, il y a quelque chose qui a aidé à comprendre un petit peu ce sentiment anti-chimie, c'est aux États-Unis la mise en place, en tout cas d'un concept qui est psychologique, qui s'appelle la chymophobie, dont l'autre nom est chemical anxiety, ça dit bien ce que ça veut dire, l'anxiété chimique. C'est pas une blague, hein. Ici, on est en 2000 pour cette revue-là. La revue littérature, c'est 2022. Hein. Donc, je vais vous donner les indications dans quelques instants. Qu'est-ce que c'est que la chymophobie? C'est très sérieux. C'est une phobie chimique, bien sûr, qui est définie selon 3 sources. La première source, c'est learning chemistry. J'ai peur d'apprendre la chimie. Je ne blague pas. Hein. Donc les aspects mathématiques, poser des questions, bien sûr. Ce que j'aime bien aussi, c'est la rapidité du cours, qui apparemment pose problème à ces personnes. L'évaluation en chimie pose également problème. Donc là, c'est en lien avec la pédagogie. Par exemple, l'impossibilité de prévoir les questions. Le prof de chimie, il est capable toujours de nous surprendre. On croit qu'il nous a montré tout, mais non. Il arrive à nous surprendre par une tâche, avec un contexte, et surtout on n'a pas le temps. On ne sait pas terminer. Moi, je pensais que c'était plus la physique, ça, mais manifestement, c'est aussi non. Et puis, il y a bien sûr, ça vous le savez sans doute, handling chemicals, tout ce qui a lieu au fait d'utiliser les produits chimiques en tant que tels, le laboratoire, avec le danger qui va derrière, le Beck-Bunsen qui fait très peur,
Donc la peur du feu, bien sûr, la peur des explosions, la peur des acides. Ah oui, vous dites que c'est un acide directement, on recule, on se met le plus près possible du tableau, comme si ça allait nous protéger, et du contact avec la peau. Vous connaissez tous des cas d'élèves qui vous demandent si elle peut bien mettre des gants pour utiliser du sel de cuisine. Moi, j'ai eu ça, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème avec le sel du labo. Voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment ça le principe de la phobie, c'est que c'est irrationnel, bien sûr. Il existe même des traitements psychologiques spécifiques, sachez-le. C'est-à-dire qu'il y a des psychologues, vous tapez, bien sûr, psychologue chymophobia, donc en anglais, bien sûr, et vous tombez sur des gens très sérieux qui vous proposent des traitements et une désensibilisation, quelque part, à la phobie chimique. Je tiens à dire que ça n'existe pas dans toutes les matières, loin de là. Le parent, en fait, ceci est parent de la mathematical anxiety, bien entendu, qui est la première. Évidemment, la phobie mathématique, alors là, c'est pire. Donc, aux États-Unis, ils ont, je pense que c'était en 2000, c'est celle de Eddy, ils ont chiffré à entre 1 et 5% le nombre d'élèves chymophobes dans les classes américaines. Ce que je trouve, à mon avis, surévalué, mais voilà, c'était l'information dedans. Et voici un livre de référence, Fighting Chymophobia, donc pour essayer d'aller au-delà de cela. Avec la banane, parce qu'il y a le problème du potassium dans la banane, ça c'est toujours marrant évidemment, le potassium qui serait la radioactivité de la banane, qui fait que des gens, après un cours de chimie, ont décidé de ne plus manger de banane dans un État américain. Voilà. C'est intéressant évidemment parce qu'on a appris qu'il y avait du potassium. Donc, bon. Quelles origines? Donc là, je voulais quand même vous dire d'où vient cette chymophobie. Alors, une des origines majeures, donc il y a plusieurs hypothèses qui circulent par rapport à ces origines. Moi, je vais vous présenter l'hypothèse historique à partir des années 60. Vous le savez sans doute, ce qui a posé problème au niveau de l'image de la chimie dans la société, et donc également chez les élèves, finalement, la peur de la chimie, ce seraient les problèmes liés à des crises sanitaires majeures. La première crise, c'est le Silent Spring, donc le printemps silencieux. Donc, c'est la lutte contre le DDT en 62, d'accord. Ce qui se passe, c'est que apparemment, c'est l'image classique, c'est le livre de référence d'entrée, de la naissance plutôt, du mouvement écologique aux États-Unis, 62. Donc, c'est la lutte contre le DDT, et évidemment, le DDT, insecticide, pesticide, donc produit chimique, donc on allie les deux, la chimie est mauvaise. Elle est mauvaise dans ce cas-ci, vous voyez un oiseau, ce qui se passe, c'est que les coquilles d'œufs, en fait, sont de plus en plus fragiles, et donc les oiseaux ne naissent pas, donc c'est silencieux. Donc il n'y a pas les bruits des oiseaux. Quasiment au même moment, il y a la crise du thalidomide que vous connaissez tous, c'est l'exemple classique des énantiomères, pour ceux qui aiment parler des énantiomères. Donc avec ce fameux médicament qui est donné aux femmes enceintes, et qui s'avère avoir un énantiomère qui provoque des effets tératogènes, et donc la naissance des enfants qui sont avec des membres qui sont restreints. Alors, en plus de ça, en 64, malgré des publicités comme celle-ci, qui sont quand même géniales, les physicians, alors il faut comprendre évidemment qu'en anglais, disent que les Lucky Strike, ça c'est les moins irritants pour la gorge. Donc il faut croire, évidemment, c'est que ça va bien, alors qu'en 64, en fait, aux États-Unis, le lien est avéré entre tabac et cancer du poumon. Et donc il y a tout ce problème maintenant qui vient avec le fait que la société, en tout cas la société américaine et européenne, se méfie maintenant de l'industrie chimique et de ses représentants que sont, bien sûr, les scientifiques en laboratoire. Ce ne sera pas terminé, puisque vous aurez également deux autres crises importantes. La première, en 74, donc dans les années 70, c'est le lien entre les CFC et la couche d'ozone. Vous connaissez tous. CFC, bien sûr, CFC, ça fait très chimique, encore pire quand on l'étend, chlorofluorométhane, on sent bien là à quel point c'est méchant. Et donc le lien avec la couche d'ozone et l'interdiction après qui a lieu autour des CFC. Et puis la fameuse crise à Seveso, je ne sais pas si vous connaissez bien, donc les fameuses certifications et lois Seveso viennent de Seveso en Italie, où il y a eu également une crise sanitaire qui a touché la commune de Seveso. Et puis en 1980, il y a les deux grosses crises qui ont vraiment terminé, je pense, et scellé le cercueil de la chimie d'un point de vue, je pense, de sa réputation. C'est la crise à Time Beach, crise de dioxine, qui va provoquer l'évacuation de toute une commune. On parle de des milliers d'habitants qui doivent partir de la commune. Pour information, c'est des rejets d'une industrie chimique qui ont été donnés, donc pleines de dioxine, qui ont été donnés à un gars qui a mélangé ça avec son huile, avec laquelle il permettait non pas de paver les routes
d'asphalter, mais à bas prix, de proposer un revêtement de route qui coûte moins cher que l'asphalte et qui permet d'avoir moins de poussière. Et donc Thames Beach, qui n'avait pas l'argent pour asphalter, a demandé à cette personne de mettre de l'huile sur ses routes. Malheureusement, ces huiles ont rendu la dioxine, ce qui a provoqué un empoisonnement majeur, essentiellement d'animaux pour le coup, mais les personnes ont dû être évacuées et n'ont pas pu revenir dans leur ville. Et puis la crise de Bhopal, que vous connaissez tous, là par contre on rigole beaucoup moins, puisque ça c'est un herbicide, donc une explosion dans une usine qui produit un herbicide avec un déchet qui est l'isocyanate de méthyle. Le nuage arrive dans la ville de Bhopal, provoque des irritations majeures, on parle de 25 000 morts à Bhopal. Plus de 500 000 victimes sur les 50 ans. Donc là, évidemment, avec en plus le problème majeur qui est encore pire, c'est que l'usine responsable a été rachetée par plusieurs conglomérats et n'a toujours pas, évidemment, indemnisé les victimes. Donc vous voyez que ça, c'est aussi, vous allez me dire, il n'y a pas de lien avec le cours de chimie. Malheureusement, les élèves qui arrivent près de vous sont en fait les enfants de tout cela. C'est-à-dire d'une défiance de la chimie, de l'industrie chimique et des autorités en chimie, que vous êtes, en fait. Quels impacts à l'heure actuelle? Je voulais quand même vous montrer. En dehors de l'enseignement, il y a des cas assez, on va dire, étranges, marrants, et puis il y a des cas un peu plus perturbants, bien sûr. Un impact premier, c'est sur les attitudes de consommation. Ça, je vous ai montré ici, j'ai donné en fait ici les références donc d'un article où on s'intéresse aux habitudes de consommation de vin, de personnes qui choisissent d'acheter du vin sans sulfite, ou on va dire, on ne précise pas que c'est sans sulfite, en fonction de leur chymophobie. Donc on fait un test et on remarque s'ils sont, sur une échelle, s'ils sont chymophobes ou pas, et on voit en fait qu'il y a une corrélation entre la chymophobie et acheter du vin sans sulfite. Vous savez sans doute qu'il n'y a aucune étude scientifique qui montre une toxicité particulière des sulfites. Aucune. Dans le vin. Le simple risque qui existe, c'est un risque allergique pour une très très petite partie de la population, 0,01%, quelque chose comme ça. Mais normalement, il n'y a pas plus de risque de migraine, on dit beaucoup ça. Quand je bois du vin avec des sulfites, j'ai mal à la tête. En fait, apparemment, c'est d'autres éléments dans le vin qui provoquent cela. C'est sans doute probable. Alors, c'est ce qu'ils conseillent dans l'article, c'est assez marrant. Ils disent achetez d'abord du meilleur vin, et après on en parle. Mais donc, il y a bien ici, vous voyez que sans sulfite, vous voyez bien ce que ça veut dire sans produits chimiques ajoutés, et donc sans ce côté négatif qui est de toute façon la chimie. Alors, il y a aussi ça, l'attitude face aux OGM. Le Parlement européen a commandé un rapport qui essaie d'exprimer les attitudes du public européen face aux OGM. Ils font référence à la chymophobie comme étant une source de rejet des OGM, parce qu'il y a évidemment cette dimension de, on va dire, petit bricolage moléculaire quand on s'occupe des OGM. Et il y a bien sûr l'hésitation vaccinale. On a tous vu ça. Il y a bien sûr ce problème de se faire injecter des produits chimiques dans le corps sans savoir ce qui va se passer. Alors moi, je ne juge pas, je dis juste qu'il est évident que la chymophobie a un rôle dans ces problèmes de société. Voilà, ces éléments-là, c'est 3 exemples parmi d'autres, bien sûr. Ça, c'est, on va dire, un point de vue historique des impacts au quotidien. Et je voulais vous poser la question suivante. À votre avis, sur un échantillon d'Anglais, des Anglais, de 2104 adultes, 16 ans et plus, d'accord ? Si on leur pose la question, lequel de ces, vous allez voir des émojis qui vont arriver, décrit le mieux comment vous vous sentez par rapport à la chimie, lequel vont-ils choisir? Je vous les montre, d'accord? Je vous demande de me dire lequel de ces émojis a été choisi majoritairement. Donc comment ils se sentent par rapport à la chimie, d'accord? J'ai bien dit about chemistry, hein, c'est bien ça que j'ai dit. Puisqu'il y a 2 autres questions qui sont posées à ce même groupe de répondants, c'est comment vous vous sentez par rapport aux chimistes, donc les personnes qui le font, et par rapport aux chemical products, donc c'est-à-dire les chemicals, donc c'est-à-dire les produits chimiques. Et ça, c'est 3 choses différentes. Donc à propos de la chimie en tant que discipline, alors, comme ça, oui, le truc comme ça, oui, c'est plutôt comme ça. Eh bien, la bonne réponse, c'est neutre et de très loin. En gros, pas d'avis. Ça, c'est intéressant. Donc la population, quand on leur demande
quel est votre avis par rapport, votre état d'esprit finalement, hein, vos émotions par rapport à la chimie, plutôt neutre. C'est pas la même chose avec les produits chimiques. Alors là, c'est plutôt pas neutre du tout. Donc là, on est clairement dans les aspects angry, confused, parfois un peu shocked pour les produits chimiques. Et par rapport aux chimistes, tiens, les chimistes, eh ben c'est happy. Et vous savez pourquoi? Ça, c'est intéressant. À votre avis, pour ce type de population, on leur a posé une autre question subsidiaire. Dans quel type de lieu travaillent les chimistes? Question légitime. Dans les laboratoires? Non. Qu'ont-ils répondu en très grande majorité? Et ça explique peut-être le happy. Non plus. Ah non, les industries, c'est mal. Ça aurait été dans les pharmacies. Donc 71% de réponses qui disent les chimistes, c'est facile, ce sont des pharmaciens. Et donc ce sont des gens sympathiques. Vous voyez le principe? Donc, en plus d'avoir une mauvaise image des produits chimiques, de l'industrie chimique, il y a une confusion manifeste dans ce que font les chimistes, d'accord? Et peut-être même on arrive à une situation où, à force de ne pas trop parler finalement de ce qui est chimiste ou de ce qui ne l'est pas, ça j'ai oublié de vous dire une chose importante, c'est que la plupart des entreprises qui font de la chimie n'ont plus le mot chimie dans leur nom. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le terme chimie s'est dilué, a disparu, n'est plus visible. Donc on ne sait plus trop qui en fait. Ça c'est intéressant et ça explique peut-être le côté neutre. D'accord? Donc ça veut dire que les personnes ne savent pas trop en fait ce que c'est que la chimie. Alors, je vais être tout à fait honnête, il y a quand même quelque chose qui semble aller de soi avec la chimie, c'est le côté quand même laboratoire. Et encore, de nouveau, je vais vous poser la question suivante, à votre avis. Si on pose à ce groupe de répondants, je me base sur les Anglais parce que c'est la seule étude qui existe aussi large sur un public, on va dire un public de citoyens. Si on leur demande, tiens, vous devez me dire un mot qui correspond à chimie. Si je vous dis chimie, vous me dites quoi? Expérience. Labo, pas mal, c'est dans le top 8. Molécule, bien, mais non. Danger, non plus. Acide, médicament, bien. Ben oui, logique, puisque ils sont logiques avec eux-mêmes. Voilà, pharmacien, médicament, d'accord. Le 1, vous savez ce que c'est? C'est école, prof. C'est normal, puisque comme la chimie a été, on va dire, très à l'avant pendant les années 60, 70, 80, même 90, et que le mot chimie a disparu petit à petit des entreprises et autres, la chimie, en fait, se retrouve cachée. On ne sait plus trop qui en fait. Est-ce que faire de la pétrochimie, hein, faire du pétrole, est-ce que c'est de la chimie? Est-ce que faire des médicaments, est-ce que c'est de la chimie? On ne sait pas trop. Est-ce que faire du ciment, c'est de la chimie? Du verre? Mais on ne le dit pas. Ce sont de la chimie, mais on ne le dit pas trop. Résultat maintenant, ce que signifie la chimie est un peu perdu. Et on se réfère sans doute à des espèces de cas où on pense que ce sont peut-être des gens qui sont un peu comme des pharmaciens. Enfin, quand je dis on, c'est bien sûr le public qui est là. Ce côté neutre et ce côté donc peu précis finalement de la chimie, c'est important et il faut que vous en soyez conscients. Science floue, dès lors. La chimie serait à l'heure actuelle difficile à identifier dans le domaine des sciences. Et c'est assez normal. C'est assez normal parce qu'on est entouré de deux gros. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte de ça. Deux gros rivaux comme ça. Quand je dis on, peut-être qu'il y a des physiciens et des biologistes ici. Mais voilà, donc c'est très bien. Vous allez voir que je vais vous réduire à un moment donné, donc ne le prenez pas mal. Quel est le problème en fait avec tout ça? C'est que la chimie en fait, vous allez voir sa définition et vous allez vite comprendre où est le problème. La définition de la chimie telle qu'on la donne en troisième aux élèves, c'est ceci. Étude de la structure de la matière et de ses transformations. On est d'accord, hein? C'est à peu près ça qu'on dit. Et ça, c'est pas la physique. La physique, elle fait pas ça. Si, et la bio? Ah ben oui. Donc en fait, cette définition qui a l'air d'être vraiment la définition des chimistes, en fait, elle vaut aussi pour la physique et pour la bio. Bien sûr, en parlant d'autres objets, on est d'accord. Mais elle vaut aussi. Alors quel est le problème? C'est qu'on est limité. On est limité déjà, au niveau des physiciens, dès qu'on parle de noyaux, directement, bam, on arrive en physique. C'est la physique nucléaire. Dès qu'on parle de vitesse, de l'espace, hein, l'astrophysique, c'est la physique. Alors que vous m'excusez, ils font beaucoup de chimie, hein, quand même. Beaucoup, hein. Alors que dès qu'on passe à une molécule un peu plus grande, un tout petit peu plus grande, ça y est, c'est la bio. L'ADN, bah, voilà.
le vivant, les protéines, la cellule, ça, on bascule en bio. Mais qu'est-ce qui nous reste? Quel est notre champ à nous? Notre champ de chimiste, il est où? On va dire, à part la pollution, à part Bhopal, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il nous reste la molécule, peut-être, même pas l'atome, l'électron, encore, les liaisons chimiques. Ah, oui, un peu, les liaisons chimiques. La mole, merci beaucoup, la mole. La mole. Ça, c'est nous, ça, la mole. C'est vrai. C'est vrai, je ne l'ai pas assez dit. C'est vrai que c'est nous. Et Dieu sait comment on insiste dessus. Mais en fait, nous, on a trouvé le truc, et vous allez voir que ça, c'est bien, ça nous permet d'exister, mais ça entraîne aussi notre dilution. C'est qu'en fait, on a rongé les deux matières, voilà, en créant des toutes petites matières. Où on y est? On est dedans, c'est nous, bien sûr. Mais évidemment, on est un peu caché. Genre, il y a la biochimie, effectivement. Oui. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux mécanismes chimiques à l'intérieur des corps vivants. D'accord? Alors, on ne dit pas que c'est de la chimie, c'est un peu les deux. Il y a bien sûr la spectroscopie. Donc, c'est bien l'étude de l'interaction entre la lumière, de la physique, et les matériaux, de la chimie. Ce qui est intéressant aussi, c'est quelque chose comme la chimie verte. Là, c'est la réaction, évidemment, à Bhopal et consorts. Hein. C'est l'idée que, OK, on a des processus pas terribles, mais on fait tout pour les améliorer. Parce que nous sommes des gens de qualité. La chimie biologique, ça c'est intéressant aussi. C'est l'idée qu'on va s'intéresser aux effets. Donc ce n'est pas la même chose que la biochimie. C'est l'idée que je vais m'intéresser aux effets d'une molécule quand je la mets évidemment, au milieu d'êtres vivants. Donc ça c'est autre chose. Ce n'est pas à l'intérieur, c'est plutôt les effets, par exemple, d'un polluant, hein, tout simplement. Puis la chimie organique, vous le savez bien, la cristallo, tout ça. Et donc vous voyez qu'à force de faire ça, on a rongé un peu d'espace en s'alliant à la physique et à la biologie. Mais en faisant cela, on est partout, mais on est aussi nulle part. On n'est plus identifiable, en fait. Et ça, c'est une réalité. C'est qu'à l'heure actuelle, la chimie est assez inidentifiable. Elle est peu facile à identifier dans le champ. Je pense que les élèves ont une vision un peu plus claire, grâce à certains éléments, je dirais, marquants, des marqueurs forts de ce que c'est que la physique et de ce que c'est que la biologie. Je pense que la chimie est en fait, en gros, à part la mole, est en fait représentée par des objets essentiellement ou des lieux. Je pense au laboratoire, et encore les biologistes font du laboratoire, et je pense aussi à des objets comme l'Erlenmeyer. D'accord ? Parfois par un modèle moléculaire, mais qui ne veut pas dire forcément quelque chose. Vous voyez que c'est un peu limite. Et je pense que c'est même difficile d'attirer du monde avec ces toutes petites choses. Voilà, on doit avoir ça, je pense, en tête. Alors, je vais quand même vous parler de quelques solutions à ce problème. Donc, j'ai bien dit de chymophobie, donc d'anxiété chimique, et également de dilution de la chimie dans l'espace médiatique. On est d'accord qu'il est extrêmement rare qu'on parle chimie au journal télévisé. On est d'accord, ça. Quand on en parle, c'est pas très bon. On est d'accord. Et donc, une des solutions, vous allez voir, qui va être apportée, ça va être justement d'être davantage dans le cirque médiatique. Alors, premièrement, il s'agirait, d'après l'étude ici de Rolini, la revue systématique, d'augmenter la confiance envers les autorités, les scientifiques, l'industrie. Alors ça, c'est facile à dire. Ça passerait, selon eux, par un étiquetage clair. Donc d'être le plus transparent possible sur ce que contiennent les aliments et autres, et avoir des lois transparentes. Les lois sur les OGM, par exemple, devraient, selon, bien sûr, les auteurs qui sont là, quitter les seuls parlements pour être davantage exprimées dans le public. Donc des lois plus transparentes. Alors ça, on est d'accord que le prof de chimie, il peut difficilement agir sur ce point tout seul. Simplement, il doit incarner la confiance. Ça, c'est sûr. Utiliser avec parcimonie le langage chimique pour le grand public. Ça, c'est intéressant. Vous allez me dire, oui, mais c'est notre langage. Eh bien, à partir du moment où vous donnez des mots, je vous l'ai dit, isocyanate de méthyle, plus personne ne peut en parler en Inde, à cause de la crise de Bhopal. Ce mot-là est connoté négativement jusqu'à la fin des temps en Inde, et c'est normal. Le problème, c'est que, à force, tous les mots qui y ressemblent, et donc de la nomenclature chimique, tout ça, évidemment, est connoté négativement. Donc le chlorofluorocarbone et autres. En fait, le conseil de l'auteur ici, qui se base aussi sur d'autres études par rapport à l'étude du langage chimique dans les médias, c'est d'éviter au maximum la nomenclature quand on parle à un grand public. Donc il faut préférer des termes usuels,
des analogies, plutôt que d'entrer dans un langage que les citoyens qualifient d'opaque et qu'ils voient comme étant une volonté de cacher. Troisièmement, c'est que les chimistes doivent sortir du bois. Donc on est caché depuis les catastrophes, on essaie de ne pas trop se montrer, à peine si on dit qu'on est chimiste, on préfère de dire qu'on est pharmacien, même si on n'est pas pharmacien. Et eux, ils proposent donc une médiatisation agressive, d'arriver à dire, écoutez, la chimie, ça a changé. C'est positif pour la société, voici les raisons pour lesquelles c'est positif. Donc d'être davantage dans l'affirmation de la chimie. Et là, le prof de chimie a quelque chose à jouer de très important, puisque, notamment les profs de troisième, là, vous avez un rôle important, puisque le mot chimie va être associé à vous pour vos élèves. Et donc, vous devrez donc educate, emotionally engage, montrer l'engagement émotionnel, entertain, bien sûr, donc il faut un peu amuser, et energize, ça dit bien ce que ça veut dire, donner aux élèves l'énergie, l'envie, en anglais, ça veut simplement dire de donner une espèce de motivation, d'accord, autour de la chimie. Vous avez tous cette responsabilité. Moi aussi, vous aussi. Donc c'est de sortir du bois par rapport à la chimie. Au fait que c'est une discipline qui est peut-être injustement jugée à l'heure actuelle. Alors c'est pas fini, je vous propose d'autres solutions. Favoriser la chimie verte dans les processus industriels, ça c'est pas pour vous bien sûr, mais peut-être qu'il est plus facile d'en parler, de dire attention, et on essaie de capter le CO2, on recycle tout ça. Les grandes sociétés de recyclage, ce sont des sociétés qui, bien sûr, sont peuplées de chimistes. Énormément de gens qui sortent d'ici vont dans ce type d'entreprise. Renforcer, bien sûr, positivement l'image de la chimie à l'école, en passant notamment, je vais y revenir, sur, évidemment, la promesse. La promesse qui est faite aux élèves, ce sont les manipulations laboratoires. Je ne vous attaque pas à ce niveau-là, parfois on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de temps, on n'a pas les moyens techniques, on n'a pas les moyens de locaux. Je comprends. Mais c'est un enjeu majeur. Les situations concrètes, en abordant les situations qui fâchent, mais en donnant aussi les situations qui sont positives pour les chimistes. Et puis ça, c'est peut-être encore plus central. Ce que les personnes ont du mal à comprendre, c'est la notion de dose, donc de la société et singulièrement les élèves, notamment avec les sulfites par exemple. Prendre conscience de l'importance de la dose. Il manque un cours de toxicologie, il manque un cours de chimie analytique si vous voulez, je pense, dans la formation des élèves. Moi, j'en suis convaincu, d'expliquer, de montrer que la dose a son importance. Alors, je vous propose une lecture, ça c'est une petite référence qui est assez sympathique, ça s'appelle donc 100 Chemical Myths, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, livre écrit par des Hongrois, une chouette communauté d'ailleurs, les communautés hongroises en chimie. Je vous ai précisé une série de quelques petits exemples de questions qu'ils proposent. Et à chaque fois, ils essayent de montrer par des résultats et par des références, bien sûr, de démonter certains mythes autour des mauvais produits chimiques ou de la mauvaise industrie chimique. Alors bien sûr, par moments, ils sont un petit peu, il faut l'avouer, ils sont un petit peu partisans, donc il faut savoir lire entre les lignes, mais par moments, c'est tout à fait intéressant de voir finalement leur discours. Il y a des choses tout à fait intéressantes sur, par exemple, Red Wine and the Vineyard Blues, c'est sur la question suivante, est-ce que le vin rouge, c'est bon pour la santé ? Donc, qu'est-ce qui, dans le vin rouge, permet de vivre longtemps ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Quel vin rouge ? Et puis bien sûr des questions un peu plus, peut-être un peu plus touchy comme l'aromathérapie. Donc là, je vous propose vraiment de lire ce bouquin. Ça va peut-être vous permettre davantage encore d'avoir encore plus d'informations pour traiter des interrogations d'élèves. Voilà pour l'hypothèse 1. D'accord ? Chimie mal aimée et chimie mal identifiée. Vous l'avez compris, c'est ça en fait mon point de vue. Alors il y a une deuxième raison qui est beaucoup plus disciplinaire. Le cours de chimie, c'est un cours de langue. Là, je vais aller beaucoup plus vite avec vous, je pense. Voici différentes représentations. Elles sont toutes des représentations tout à fait classiques en chimie, dans les manuels. On retrouve cela. Eh bien, tout ça, c'est toutes des langues et des codes différents que vos élèves vont devoir apprendre, utiliser conjointement, maîtriser et par moments d'ailleurs aussi projeter ou aller chercher dans une autre discipline. Je pense typiquement à cette écriture-ci, qui provient des mathématiques. Alors juste pour vous informer là-dessus, c'est une information, on a travaillé là-dessus avec Philippe au département, dans l'unité, pour essayer de comprendre un peu tous ces langages qu'on utilisait au cours de chimie. Eh bien, pour nous, il y a 4 langues utilisées en chimie. Alors j'ai mis des langues entre guillemets. Il y a la langue ordinaire, c'est-à-dire la langue de tous les jours. Il y a des bulles, donc les élèves voient des bulles. La langue ordinaire modifiée, c'est la nomenclature et les noms un peu plus précis, évaporation, ébullition, bien sûr les noms
décomposée, la langue symbolique chimique, l'équation, et puis la langue symbolique mathématique, qui est là. 4 langues différentes que je pense vous utilisez, vous, de manière tout à fait, dans un seul discours. Mais ici, c'est un changement d'état, c'est donc pas de la chimie. Ah, c'est une bonne question. Moi, je dis que c'est de la chimie. On en reparlera après, si vous voulez. Mais je le pose, hein, je le mets. D'accord ? Attention, ce n'est pas parce que c'est un phénomène dit physique qu'on ne peut pas y voir. Vous avez compris, hein, moi je suis du genre à dire, je ne me limite pas à ma position centrale, hein, je vais chez les autres. Hein, quand je suis le cancer de la physique et de la bio. Alors, je les ronge de manière systématique. Alors, il y a différents types de langues ordinaires modifiées. Je passe un petit peu là-dessus, juste pour vous montrer que parfois dans un même système, vous allez avoir des différentes représentations et différents niveaux de langage. 3 types de registres iconiques. Des registres iconiques ordinaires, comme par exemple une casserole. Parfois, vous pouvez demander à des élèves de première, de deuxième, de troisième de dessiner ce qu'ils voient. Ils vont dessiner une casserole. Ils vont dessiner des flammes. Pourquoi pas ? Mais vous pouvez aussi demander des représentations beaucoup plus précises d'appareillage ou de verrerie. Je suis certain que vous avez des fiches-outils qui font ça. Avec comment on dessine un Erlen, comment on dessine une pipette, une burette. Ça existe dans certains manuels en tout cas. Et puis des représentations moléculaires, et là je vous en donne une, mais en fait il y en a plein. Et un registre graphique, hein, vous savez qu'on utilise aussi le registre des maths. On fait une courbe de titrage, bien sûr qu'on fait des maths. On emprunte un registre venant des mathématiques. Et donc vous avez tout ça. Ça, c'est tout ce que vous utilisez en cours de chimie d'après nos études avec le professeur Philippe Snowa. Ça veut dire quoi ? Là-dedans, il y a des choses que les élèves connaissent. La seule chose qu'ils connaissent avant d'arriver, c'est la première, langue ordinaire. C'est leur langage de tous les jours. Et puis un peu quand même le langage mathématique. Oh, le prof de troisième dit « On peut douter de cela. » Alors, effectivement, imparfaitement en tout cas. Et vous allez créer avec eux. Et donc un peu le registre graphique, de nouveau, imparfaitement. Vous faites souvent aussi des fiches-outils pour qu'ils réapprennent à faire un graphique en cours de chimie. Et puis vous allez leur apprendre quoi ? Vous allez leur apprendre tout le reste. Le langage symbolique, chimique, le langage ordinaire modifié, la nomenclature, le nom des processus. Vous allez leur apprendre aussi les relations, les lois de la théorie, bien sûr tout ce qui est épistémologique, les représentations moléculaires. Tout ça, c'est votre boulot et ce sont à chaque fois des langues ou des codes différents. Et bien sachez-le, ça fait partie des principales difficultés recensées dans la littérature, c'est ce problème du cours de langue. Donc vous devez en être conscient. Si je vous montre ça, c'est un extrait d'un examen, voilà, en bloc 1. Et ça pourrait être en fin de réto. Vous avez de l'acide lactique, on aimerait bien savoir dans du lait, on aimerait bien savoir si ce lait est consommable, donc on fait un titrage, tout à fait logique. On propose une courbe, et l'élève doit simplement répondre à la question, le lait est-il consommable, est-il caillé ? Eh bien, regardez tout ça, et listez le type, le nombre de langues différentes, là-dedans. Nombre de langues, de registres. Il y a du français ordinaire, déjà, et souvent, d'ailleurs, on le fait parce qu'on nous le demande, c'est vrai, on vous dit de contextualiser. C'est très bien, il faut le faire, parce que effectivement, ça permet de relier la chimie à la réalité, à la vie quotidienne. Mais en faisant ça, vous ajoutez un autre niveau de langue, qui en fait va poser peut-être un problème, puisque là, ils ne savent plus trop finalement dans quel monde ils sont. Il y a bien sûr le langage mathématique, il y a le langage symbolique, il y a une petite représentation symbolique qui en plus ici est un peu entre les deux, puisqu'on est à la limite de la représentation micro, cette représentation de l'acide lactique. Vous avez bien sûr le registre graphique, tout ça ensemble, et vos élèves doivent trouver des données dans des registres différents, les mettre ensemble et vous donner une réponse. Eh bien moi je dis, s'ils savent faire ça, ils sont très bons. Je voulais que vous soyez conscients de cette affaire et que c'est un repoussoir pour bon nombre d'élèves, c'est quand ces langues se combinent. Je voulais vous dire justement quelque chose à ce niveau-là, puis je vais arrêter dans quelques instants. C'est que pourquoi il y aurait décrochage des élèves dès la troisième ? C'est le moment où vous apprenez avec eux le langage symbolique et un début de langage de représentation microscopique. Donc vous commencez à ajouter des niveaux de langage. Eh bien moi je suis convaincu que c'est là que le bas commence à blesser, c'est là que vous perdez une partie des élèves, c'est dans ce moment-là. Donc il faut évidemment, il y a une solution à ça, bien sûr, qui est d'être conscient de ce problème et de leur dire que ce langage, c'est explicité et que ce langage est relié à des concepts en chimie, à des molécules, à de la réalité. Alors, je vais aller vite là-dessus, j'aimerais bien juste parler 2 minutes de quelque chose. C'est de ça que je voudrais parler avec vous, la réalité idéalisée. Je vais vous montrer une image et vous allez me dire ce que vous voyez, vous, en tant que chimiste.
Le chimiste voit un ruban de magnésium qui réagit dans une solution HCl, c'est très bien. Mais l'élève, il voit quoi? Elle voit un serpentin, un truc gris, un truc gris dans de l'eau, probablement, avec des bulles. Et donc, voilà, un élève, il voit un morceau, j'ai dit torsadé, je suis gentil, hein, de couleur grise et des bulles dans un liquide incolore, probablement de l'eau. Bien voilà, ça c'est la différence qui existe, c'est ça le concept de réalité idéalisée. Vous, en tant que chimiste, quand vous voyez quelque chose comme ça, directement vous vous dites, bah oui, allez, c'est du magnésium, dans de l'acide, tout le monde le sait, tout le monde le voit. C'est votre réalité idéalisée. Les élèves, ils ne voient pas ça, surtout pas au début en troisième, on est d'accord. Avec l'aide du professeur de troisième, avec beaucoup d'énergie, il va peut-être leur apprendre que c'est d'identifier un ruban de magnésium et l'acide chlorhydrique, mais rien n'est moins sûr. Et donc, ce que vous devez avoir en tête toujours quand vous êtes face à vos élèves, c'est que la première description de vous, chimiste, est toujours différente de la réalité perçue par les autres. Parce que vous y projetez vos propres modèles, vos propres connaissances sur cette réalité. Ça, c'est vraiment essentiel à avoir en tête. D'accord? La réalité idéalisée. J'ai une dernière chose à vous montrer, c'est ça. Et je termine là-dessus, promis. Je vous ai parlé de chemical anxiety, c'est vrai. Mais il y a une anxiété chimique particulière, qui est l'anxiété chimique du laboratoire. Et qui explique peut-être pourquoi certains professeurs eux-mêmes hésitent à faire des labos. Premièrement, les élèves, en fait, ont des difficultés, ont peur de mener un laboratoire de chimie. Ils ont peur de travailler avec des produits chimiques. Je tiens à dire que ceci est également vrai pour des enseignants. Ils ont peur de travailler avec des produits chimiques. Ils ont perdu l'habitude et donc ils ont peur de le faire. Surtout en présence d'élèves. Vous avez peur de faire une bêtise, quoi. C'est normal, je veux dire, c'est assez légitime. D'utiliser des équipements bien précis, de peur de les casser. Donc les élèves ont peur de casser, sachez-le, les Erlen, les Berlin, les pipettes, etc. De récolter les données, c'est la peur d'être imprécis. De toute façon, je vais mettre au-dessus du trait de jauge, donc je ne le fais pas. Il y a vraiment des élèves qui disent, qui en pleurent. Hein. Un étudiant de haute école pleurait devant moi d'avoir toujours au-dessus du trait de jauge. Et donc voilà, c'est difficile évidemment comme expérience. La peur de travailler avec d'autres étudiants. Et pour nous profs, la peur que les étudiants travaillent entre eux. D'accord, hein? On n'a pas tellement envie de tout ça. On préfère former au maximum des binômes. Hein? Les trinômes, c'est tout de suite un peu dangereux. Et de disposer du temps adéquat pour faire la manip, dans le cas du professeur, de préparer la manip, de la faire par l'étudiant, de ranger la manip et que les élèves puissent sortir à l'heure. On est d'accord? Tout ça crée une anxiété du laboratoire et on observe une corrélation entre cette anxiété et les performances des élèves. Également, on observe une influence notable sur l'anxiété des professeurs eux-mêmes. Plus un prof est anxieux à l'idée de faire des TP, plus ses élèves le seront, eux-mêmes anxieux, et plus leurs performances seront basses. Je voulais vous montrer ça, et ce sera ma conclusion. Donc c'est 2023, Chemophobia in Practical Chemistry. Est-ce que le laboratoire est l'origine, ou plutôt une possibilité de supprimer la peur de la chimie? Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il ne faut certainement pas renoncer. Pour eux, le laboratoire, c'est l'endroit où on peut vaincre cette peur de la chimie. Ils disent pourquoi, ça c'est important que vous l'ayez en tête. Le laboratoire, c'est un endroit safe, sécurisé pour l'élève, c'est peut-être le seul endroit où ils pourront dans leur vie faire de la chimie en sécurité. C'est une expérience qui est démocratique et inclusive, puisque qui que vous soyez, vous pouvez faire ça, mettre du magnésium dans de l'acide chlorhydrique. Et surtout, ça permet de dialoguer avec les vrais chimistes, on va dire ça comme ça, sur un même pied. Moi, comme vous, on a fait cette expérience de l'HCl et du magnésium, et quand les élèves le font, ils entrent dans la famille, si vous voulez. Et ils peuvent discuter avec nous de ce qu'ils voient. Et ils acquièrent petit à petit cette réalité idéalisée du chimiste. Voilà, je voulais vous dire ça, et je voulais vous dire un truc important, c'est que pour voir ce qu'un chimiste voit, on doit savoir ce qu'un chimiste sait. Voilà, merci à tous. En fait, il y a déjà une esquive qui est en place. Si on prend les programmes du qualifiant, par exemple, où on voit de la chimie, il y a une esquive puisque la langue symbolique chimique n'est pas vue. Il n'y a pas d'équation. Il n'y a pas de résolution de problème Stoichio, ou très peu. Je parle bien sûr de tout ce qui n'est pas option qualifiant science. On est d'accord, pas de technique science. Donc je parle vraiment de tous ceux qui ont formation scientifique. Donc on voit qu'en fonction du public, on est déjà dans cette
sélection de certains registres sémiotiques, oui, tout à fait. Donc le quantitatif, ou encore plus, enlever certaines représentations. Voilà, donc oui, c'est une option. Si tu me poses la question, et ça je ne vais pas y répondre, est-ce qu'on doit faire ça en sciences générales? Je renvoie à M. Romainville qui travaille apparemment sur les référentiels. Je ne sais pas comment en 3 ans on peut voir tout ça, tout ce que je vous ai montré, l'ensemble des registres. Donc à mon avis, il y aura des choix. Voilà. Probablement de nomenclature. La question de la nomenclature est une question intéressante. Hein. Je vais pas, on pourrait faire même un débat, voire même 1 heure juste là-dessus. C'est sur la question suivante, faut-il enseigner la nomenclature? C'est une question intéressante. C'est ça. C'est vrai, c'est quelque chose qui existe. Pour la question de... Et je pense que c'est utile, il n'y a rien à faire. Je reviens alors sur l'idée, faut-il forcément ne jamais parler de chlorure de potassium ou d'autres choses comme ça? Je vous ai dit le côté négatif, c'est que ça met certaines personnes, certains élèves, ça les pousse au décrochage. C'est vrai. Mais à l'inverse, ça pousse d'autres élèves à accrocher à la chimie. Et ça, c'est le problème en fait majeur pour nous, c'est que renoncer à ça, c'est probablement renoncer à ceux qui accrochent, qui rentrent dans la famille. Je dis comme ça, vraiment, on se comprend, on comprend le système, on comprend la langue, mais quand on comprend la langue, on entre dans une communauté discursive, une communauté de dialogue, hein, finalement. Et je pense que ça a donc énormément d'importance en option. Alors voilà, moi je vais juste répondre à ça. Je pense déjà que le public du congrès, Dieu sait c'est un public assez spécifique, un public de motivés, qui probablement est moins touché par l'anxiété chimique. Je ne précise, évidemment, je n'ai pas dit que tout le monde subissait ça. Déjà, pas tous les élèves, certainement pas, et certainement pas tous les enseignants. Mais ils ont retrouvé toute une série d'indices d'anxiété chimique chez des élèves et chez des enseignants. Et souvent d'ailleurs corrélés. Donc, bien sûr, je ne dis pas que tous les profs de chimie ont cette anxiété. Par contre, ce que tu as dit est tout à fait juste aussi. Ce n'est pas parce qu'on va tester quelque chose dans un lieu sécurisé, de nouveau, en formation, sans forcément avoir un problème de temps, sans forcément avoir un problème de gérer soi-même tout ce qui est vaisselle et autres, qu'on va réinjecter ça dans ses cours. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il faut la deuxième étape. Ah, bien sûr. Le temps de tester. Donc, exactement. Ce n'est pas parce que ça a marché une fois que ça marchera avec le matériel qu'on a chez soi. Et voilà, il faut le faire. Il faut le faire. Et je pense que cette étape-là n'est pas facile. Voilà. Oui.